C'est un habitué de cette émission, c'est un habitué de chez vous, dans vos salons, mais dans vos bureaux, pour toutes les personnes qui sont au travail. Salut à vous. Allez, on reçoit M. Fréjus Zamblé qui vient. Voilà. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue. Merci. Allez, installez-vous. Merci. Chez vous. Et avec vous, on va parler d'un sujet très important. Ouais. Très cher M. Zamblé, l'éducation. Oui. C'est très important. Oui. C'est primordial. Très important. Et surtout, lorsque la rentrée scolaire commence, Oui. on se demande, ah, mais bon, Papitou est aujourd'hui au CM2. Comment je fais pour que Papitou ait son examen et tout? Et surtout, même quand il n'est pas en classe d'examen, comment faire pour que l'année scolaire soit une réussite, tout simplement? Déjà, il faut retenir que mettre un enfant à l'école, c'est un investissement. Oui. Parce que là, aujourd'hui, on a la scolarité, on a la cantine, on a le transport, on a les fournitures. Oui. Donc, forcément, on injecte quelque chose là-dedans. Alors, souvent, on se dit, malheureusement, que mon boulot en tant que parent, c'est de payer déjà la scolarité et puis qu'il se débrouille. Or, si c'est un investissement, cela veut dire qu'il y a des choses à faire pour garantir le retour de cet investissement. Bien. Et c'est d'ailleurs de cela qu'on va parler aujourd'hui. C'est clair. Qu'est-ce que les parents peuvent faire pour pouvoir emmener l'enfant dans lequel ils ont investi à avoir du résultat? Donc, la première chose, par exemple, qu'on peut partager avec les parents aujourd'hui, c'est de comprendre que la motivation à apprendre d'un enfant dépend de ses parents. Je reprends. Oui. La motivation à apprendre d'un enfant dépend de ses parents. Et à la suite de ce que vous êtes en train de dire, on va essayer de donner une chronologie, bien sûr, à nos échanges pour que les téléspectateurs puissent mieux nous comprendre. On va commencer par une généralité, avant même de parler du rôle des parents ou même des prédispositions de l'enfant, et puis terminer par l'environnement social. J'espère qu'on aura le temps. On n'a que 15 minutes. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Alors, quels sont ces gestes simples, même, on va dire, qui améliorent les résultats scolaires de l'enfant? Déjà, le gros problème, c'est que quand nos enfants vont à l'école, on se dit que la chose la plus importante, ce sont les notes. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le système est fait de sorte qu'on reçoit les notes par SMS, par WhatsApp, etc. Donc, du coup, le seul indice que les parents ont pour mesurer la performance d'un élève aujourd'hui, ce sont ses notes. Mais on oublie une chose très importante, c'est que le comportement influence les compétences, les compétences influencent l'objectif. Je reprends. Le comportement influence les compétences et les compétences influencent les résultats, donc les objectifs. On souhaite aujourd'hui que nos enfants soient très bons à l'école. Mais pour pouvoir apprendre, parce que apprendre, ça s'apprend, donc pour pouvoir mieux apprendre en classe, l'enfant, il doit être, par exemple, dans certaines dispositions. Par exemple, il doit comprendre, respecter d'abord le système éducatif. Si j'ai confiance en toi, lorsque tu me parles, bien entendu, je prends bien note, j'écoute ce que tu me dis. Mais si je ne te respecte pas déjà, quand j'arrive en classe, qu'est-ce que je ferai avec quelqu'un qui n'est pas important pour moi? Mais ça, c'est une compétence des parents. Le parent, il doit montrer à l'enfant que là où tu pars, c'est pour ton bien. Ceux qui sont là-bas ont la capacité aujourd'hui de pouvoir t'accompagner, te donner le savoir qui va te permettre d'avoir des compétences. Donc, attention à ce que nous disons de l'école en face de nos enfants. L'école, ils ont quel diplôme même? Tes enseignants là même, ils embrouillent les gens. Le parent reçoit une convocation, il dit, mais l'école là même, eux, ils pensent que nous, on n'a rien à faire. Ça, ce sont des informations déjà qui montrent à l'enfant qu'il n'a rien à foutre avec ceux qui se trouvent dans le système éducatif. Ce qu'on dit, ça reste dans la tête. Ça reste dans la tête. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, aujourd'hui, on se plaint, là récemment, on a eu pas mal d'appels des parents qui nous demandaient, mais est-ce qu'il doit prendre des répétiteurs ou pas? Alors, on veut garantir, bien entendu, l'investissement, mais il faut faire attention. Le répétiteur, c'est un technicien qui vient régler un problème. Donc, on ne l'appelle pas comme ça parce que l'enfant est en difficulté. Il vient régler quel problème? Donc, le deuxième petit geste que les parents doivent, par exemple, faire, c'est de se rendre à l'école, avoir un entretien avec les enseignants, que ce soit à l'école primaire ou au collège, pour comprendre quelles sont les difficultés déjà que l'enfant présente. On a commencé la scolarité, ça fait quelques mois déjà. Donc, par exemple, on demande au professeur de mathématiques, en tant que technicien, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au niveau de mon enfant? Quelles sont les difficultés qu'il a? Alors, lorsque l'enseignant nous révèle ces difficultés-là, on a deux choses à faire. Soit on a la compétence de pouvoir régler le problème, soit on va faire appel maintenant à un répétiteur qui, lui, viendra résoudre un problème. Donc, on dit, l'enfant, il a des problèmes avec tel élément en mathématiques. On souhaite que tu règles ça et on te donne 2 mois pour régler. Non seulement le problème à régler, il est fixe, mais de deux, on est sur un délai.
Donc, bien entendu, le répétiteur est challengé. Il ne vient pas pour toute l'année. Est-ce que forcément on doit parler de régler un problème? Le répétiteur peut être cet accompagnateur de ce qui se passe à l'école? Le nom est bienvenu. Hein. On dit répétiteur. Donc, lui, il répète ce que le professeur a déjà fait. Justement, oui. Mais le problème, il est emmené à répéter lorsque l'enfant n'a pas saisi ce qui s'est fait en classe. Parce que, bien entendu, quand le professeur fait le cours ou l'enseignant fait le cours, les élèves ont la possibilité de poser les questions. Mais là encore, on pose les questions lorsqu'on a compris, lorsqu'on comprend le cheminement en fait, du cours. Donc, on va prendre un répétiteur pour effectivement venir aider l'enfant à combler les lacunes. Mais le gros problème qui se présente aujourd'hui, c'est que tous les répétiteurs, par exemple, ils viennent, ils disent, bon, exercice. Mais Ange Duval, Ange Duval, je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Exercice ne rend pas fort. Exercice? Exercice ne rend pas fort. Ne rend pas fort, OK. On prend les mathématiques. Un enfant qui veut être bon en mathématiques, qui laisse d'abord l'exercice. Il y a le théorème, il y a la propriété, il y a la formule, et puis il y a l'exercice. Tu vois, c'est en dernière position. Tous les répétiteurs, quand ils viennent travailler avec les enfants, la plupart, je vais dire, ils disent exercice. Ce qui va se passer, c'est que l'enfant, non seulement il ne comprend pas le cours, mais la plupart d'entre eux commencent à mémoriser le modèle d'exercice qu'il aura fait avec l'enseignant. Dans l'objectif de rêver, retrouver ce même exercice-là en classe lors d'une interrogation, et puis il va copier. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette étape même du répétiteur, mais on va poursuivre parce que vous ferez un très bon répétiteur en tous les cas. Ouais, mais à quelle étape du cursus scolaire se situent ces actions-là? Est-ce qu'il y a une étape même? Non, c'est toute l'année, on va faire comme ça. Déjà, en début d'année, on va montrer à l'enfant que cette année, on va apprendre. Et la parenthèse, c'est que ceux qui ne l'ont pas encore fait, qu'ils le fassent, s'assoient avec l'enfant pour définir les objectifs de l'année. C'est un investissement. Quel est l'objectif qu'on veut atteindre? On veut avoir 12 de moyenne, on va avoir 14 de moyenne, on va avoir 15 de moyenne. Parce que comme tu le sais, pour un objectif donné, il y a ce qu'on appelle les indices de performance. On le voit en entreprise. À la maison aussi, on peut le mettre en place. Un enfant qui va avoir 14 de moyenne, bien entendu, il y a un certain nombre de choses qu'il doit faire. Par exemple, il doit avoir des notes égales ou supérieures à 14. Un enfant qui veut avoir 14 de moyenne, on comprend que donc, il doit avoir un programme de travail. Un enfant qui veut avoir 14 de moyenne, on doit se rassurer qu'il comprend les différentes matières qu'il a au cours. Donc déjà, il faut que tous les parents, aujourd'hui c'est mercredi, ce soir, tous les parents qui ne l'ont pas encore fait commencent à faire des réunions avec les enfants pour savoir en cours sur quel objectif. Mais l'objectif déterminé de l'enfant va nous permettre de comprendre son niveau de confiance en lui. Puisqu'on sait que le niveau de confiance en soi agit complètement sur les compétences. Donc, par exemple, un enfant qui dit « Papa, tu sais, moi, s'il y a eu 10, c'est bon. » Oui. OK, il nous a donné un chiffre. 9,50. Oui, 9, bon. Si on va suivre 20, on comprend qu'on n'a pas la moyenne. Oui. Mais un enfant qui dit ça, ça nous donne déjà le signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit il a un problème avec l'école, soit il a un problème avec les matières, soit il a un problème avec les enseignants. Donc ça, déjà, ça peut nous permettre de savoir où déjà régler. Oui. Quand on a fini de faire la réunion, là, on est déjà à 1 mois. On va se rendre à l'école. J'insiste là-dessus. Parce que c'est ce qui nous donne, nous, les outils pour pouvoir voir ce qui ne va pas. Bien sûr. On n'a pas le temps, on est au boulot, quand on revient, il fait un peu tard, etc. Mais si on parle régulièrement avec les enseignants, ça nous permet de savoir exactement où se trouve la difficulté et comment est-ce qu'on l'accompagne. Et puis, il faut pas être avant en félicitations. Bien sûr. Récemment, je disais ça dans une conférence, les parents commençaient à rire. J'ai dit, oui, l'enfant, il nous apporte un 10 sur 20. Et puis on dit, mais toi, tu es trop nul. Tu pourrais faire mieux. Tu pourrais avoir 14 sur 20. Oui, mais pour le moment, il a eu 10. Et donc, félicitations déjà. La phrase magique, c'est si le premier a eu 15, c'est que toi aussi, tu peux avoir 15. Bon, qu'est-ce que le premier a fait pour pouvoir avoir 15? Alors, on va aller sur un cas pratique. Vous donnez des astuces, vous donnez comme ça des ingrédients pour qu'on puisse bien suivre nos enfants et tout. Ben, pour le parent qui se dit qu'il a tout essayé et qui n'a pas le résultat escompté, qu'est-ce qu'il devrait faire? Alors, il faut faire appel à un spécialiste. C'est un peu comme nous. Nous sommes à la maison, peut-être on a un peu mal à la tête. Très souvent, on rentre dans notre boîte à pharmacie, d'accord? On fait sortir quelques médicaments, on va prendre les médicaments. Et quand ça ne va pas à un moment donné, il faut se rendre à l'hôpital. Donc, le parent, il dit qu'il a tout essayé, ça n'a pas marché.
peut-être qu'on a là, en fait, un problème peut-être de profil d'apprentissage. On voit des parents, par exemple, qui demandent à leurs enfants, chaque soir, il faut réciter ta leçon. Mais est-ce que réciter la leçon marche avec tous les profils d'apprentissage? Non. Moi, par contre, je ne peux pas réciter par cœur. Ça ne rentre pas. Tant que je n'arrive pas à expliquer le cours en d'autres thèmes pour pouvoir imager, mon cerveau ne retient pas. Donc, mais ça, pour le savoir, il faut peut-être consulter un spécialiste. D'accord? Donc, si ça ne va pas, on voit peut-être avec les éducateurs de l'école comment ils peuvent nous aider. On parle avec les enseignants. Et puis, on peut faire appel à un spécialiste. On peut voir un coach, on peut voir un psychologue pour nous aider à faire un diagnostic clair de la situation afin de commencer à avoir du résultat. Je vois que vous parlez beaucoup de la communication avec les enfants, avec des spécialistes pour mieux comprendre. Mais il y a certains parents qui n'ont pas cette patience et qui n'ont pas cette amabilité-là, bien sûr, d'aller dans ce sens. Souvent, c'est la colère, souvent, c'est la chicotte, souvent, c'est le bâton. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Alors, je dis toujours, je mesure mes propos par objectif. Oui. Donc, ce que je dis, mon gros défi, c'est que cela puisse donner du résultat. Oui. Je crie, je tape, je punis. Est-ce que j'ai du résultat? Si ce n'est pas du résultat, à un moment donné, je rappelle, il ne faut pas qu'on oublie. Il faut que tous les parents, à partir d'aujourd'hui, à partir de cette émission, se disent « Mon enfant qui va à l'école, c'est un investissement. » Tu vois, si tu es en train de faire, par exemple, un point de mobile money et qui n'est pas en train de marcher et qu'on te dit « Écoute, on a une formation pour t'aider à rentabiliser, forcément, tu seras là. » C'est clair. Donc, si les méthodes que j'utilise ne fonctionnent pas, à un moment donné, les parents disent aujourd'hui que nous, on n'a pas reçu ça. Mais l'environnement était propice à ça. Tous les parents avaient la même manière de parler. Mais aujourd'hui, nos enfants n'ont pas que ça à faire. Donc, si on punit et que ça ne marche pas, si on tape que ça ne marche pas, si on crie et que ça ne marche pas, à un moment donné, il faut qu'on s'arrête, on réfléchisse, on demande de l'aide. On demande de l'aide parce que les cris, par exemple, la colère, c'est le reflet directement de ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Oui. Donc, on transmet ça aux enfants directement. Donc, à un moment, il faut qu'on se fasse aider pour pouvoir atteindre l'objectif. Bien sûr. Mais ce qu'on recherche aussi, c'est la formule magique. Elle existe, cette formule magique-là? Il n'y a pas de formule magique. Tout à l'heure, j'ai dit on a des enfants qui sont différents des uns des autres. On a des problèmes de profil d'apprentissage. Oui. On a des problèmes d'objectifs. Donc, une méthode qui a marché sur le premier enfant ne marche pas forcément sur le deuxième enfant. C'est pourquoi je dis être parent, devenir parent, c'est un métier. Oui. C'est un métier parce que cela va nous demander un peu de temps pour regarder l'enfant, pour comprendre comment il fonctionne, pour voir qu'est-ce qui le motive. Et c'est en fonction de ça que, bien entendu, on va diriger. Donc, il n'y a pas de formule magique. Il y a des astuces qui fonctionnent. Si je mets une astuce qui ne fonctionne pas, je dois me dire, mais est-ce que j'ai bien envoyé l'astuce? Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que je ne vais pas la remoduler, etc., pour que ça puisse avoir du résultat? Alors, c'est vrai qu'on va essayer de détecter, bien sûr, les raisons du mauvais résultat. On sait qu'à la maison, on fait des efforts, on accompagne l'enfant et tout, mais l'enfant a tout de même de mauvais résultats. On va forcément regarder dehors, peut-être les amitiés. Oui. La fréquentation. Forcément. Un enfant, par exemple, qui va avoir 14 de moyenne, il y a la loi de la performance qui dit que nous sommes le résultat des 5 personnes qui nous entourent. C'est-à-dire la performance que nous avons dépend des 5 personnes qu'on a l'habitude de côtoyer. Donc, bien entendu, aujourd'hui, le gros problème qu'ont les parents, c'est qu'ils disent à leurs enfants, lui, là, ne marche pas avec lui, il ne travaille pas à l'école. Et puis, on voit l'enfant se rebelle, il dit, non, lui, c'est mon ami. Mais tu vois, généralement, ça arrive parce que l'enfant, lui-même, n'a pas déterminé son objectif. Tout à l'heure, j'ai dit, il faut qu'on s'asseye avec les enfants pour déterminer leurs objectifs. Mais si on le fait comme ça, l'enfant, il comprend que, attention, si je dois avoir 14 de moyenne, je dois avoir des notes supérieures ou égales à 14, du coup, je dois me promener aussi avec les gens qui ont le même objectif que moi. Donc, plutôt que de demander à leurs enfants, mais ne vous promenez pas avec telle personne, on doit plutôt amener l'enfant à déterminer son objectif qui va lui permettre de savoir lui-même, puisqu'il est conscient, de savoir lui-même est-ce qu'il a les personnes qui vont peut-être l'encourager à étudier. Quelqu'un qui doit avoir 14 de moyenne, ça veut dire que toi, quand tu finis les cours, si tu as fait un peu de sport à la maison, tu commences à étudier. Oui. Donc, il va commencer à faire attention aux amis qui vont lui dire, mais frère, laisse les études là-bas, on peut aller boire un peu. Donc, les enfants, généralement, se laissent aller parce que l'objectif
une fois de plus, n'est pas clair. Et c'est le gros travail qu'on a à faire. Alors, il y a tellement de choses à dire, et puis c'est un sujet très important. On reviendra forcément sur ce sujet, parce que nous sommes dans une belle année scolaire. Donc, il faut toujours en parler pour savoir comment accompagner, bien sûr, nos enfants pour une année scolaire réussie. Rapidement, en 30 secondes, qu'est-ce qu'on peut retenir pour ces premiers échanges? C'est aller tout azimut, et on a essayé de tirer comme ça quelques problèmes et avoir quelques ébauches de solutions. Qu'est-ce qu'on peut retenir rapidement en 30 secondes? On retient que la motivation à apprendre de nos enfants dépend de nous. Oui. La première chose. Et que mettre un enfant à l'école, c'est un investissement. Alors, si c'est un investissement, c'est vrai que peut-être on n'a pas eu ça dans notre enfance, mais on va s'efforcer, un, de déterminer l'objectif avec lui, deux, de discuter des difficultés qu'il a. Mieux, il faut se rendre à l'école avec les enseignants pour voir quelles sont les difficultés qu'ils ont. Et si on a la capacité de l'aider, magnifique. Sinon, comment on appelle un spécialiste, donc un répétiteur, qui va venir sur objectif régler les défis d'apprentissage que l'enfant a.